Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Clémentine pour l'invitation et donner cette opportunité extraordinaire au futur que de parler d'eux. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Julien. On va essayer de justement donner de la place à ces futurs, raconter peut-être notre relation intime à ces futurs et de voir comment le fait de les considérer plus étroitement, ces futurs, peuvent nous permettre de changer les présents. Je suis animateur de cette table ronde, mais aussi institut de sondage autodécrété. Et donc, on va nous voir un peu à qui on parle et pourquoi vous êtes là à la main levée. Est-ce que vous diriez, vous, que vous avez déjà eu l'occasion de penser à votre version du futur? Est-ce que vous considérez le futur comme un espace où il fait bon se rendre? Qui a déjà pensé à son soi du futur à la main levée? Elle est déjà... Ok. Qui a déjà pensé à son soi du futur de manière positive, de manière enthousiasmante, de manière profondément joyeuse? Les mains se lèvent un tout petit peu moins déjà, ouais. Effectivement, parce que nous, pourtant, comme les Français, on est éminemment positifs, sympas, rieurs, toujours avec le bon mot et ce lien très fort d'amour avec la vie. C'est nous, ça, les Français, en général, non? On est vus comme ça? Les gens sympas par excellence. Vous, oui, dans la salle, bien sûr. Non, mais je veux dire les autres Français. Il y avait cette étude en 2016 d'un questionnaire qui avait circulé à travers le monde entier qui disait qu'à l'époque, déjà, Cocorico, nous étions champions du monde, alors pas encore de rugby, bientôt, mais champions du monde du pessimisme. 86% des Français disaient que l'avenir de leurs enfants allait être pire que le leur. Moi, ça m'a fait réagir et ça me fait d'autant plus réagir, ça va être ma première question, que effectivement, on sait que c'est de plus en plus grave, c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus proche de chez nous et qu'on est de plus en plus en retard avec l'impression qu'on est encore et toujours pas suffisamment nombreux. À tel point que là, maintenant, ça commence, pour le dire gentiment, à même nous chauffer un peu les miches. Et donc, mon préambule, mon constat sur lequel vous pourriez revenir aussi, c'est de se dire que finalement, si on prenait d'autres outils que ceux avec lesquels on essaye de lutter, qui sont aussi ceux de toutes les personnes qui sont du monde d'hier, qui continuent à être le monde d'aujourd'hui, pour faire en sorte que le monde d'hier devienne obsolète. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas dans le futur quelque chose qui nous permettrait justement d'être les gens cool de l'école? Peut-être que vous l'avez été, je ne sais pas. Et donc, ma première question pour commencer, et puis si vous le souhaitez, vous pourrez, même si Clémentine l'a rapidement fait, vous représenter ou expliquer aux gens pourquoi vous êtes là, c'est vrai, à part que vous avez accepté cette invitation. Quelle relation vous avez avec le futur? Et est-ce que vous avez, ou est-ce que ça date de assez récemment finalement, vu le futur comme quelque chose qui était à manipuler, à prendre dans notre sens pour finalement servir la cause qui nous intéresse? C'est une question simple et facile, hein? Béatrice? Oui. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas bien me projeter dans 20 ans parce que j'aurai un âge très, très avancé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis engagée dans un mouvement politique qui s'intéresse à comment on peut vivre mieux ensemble tout de suite et en pensant à longtemps depuis plus de 25 ans et élue depuis plus de 20 ans maintenant. Et effectivement, un engagement politique et un engagement dans une collectivité locale, c'est aussi une manière de dire j'apporte ma pierre à essayer de changer le monde dans un collectif et avec une société dans l'état où elle est aujourd'hui, mais avec une vision pour qu'on vive mieux dès à présent, mais effectivement en anticipant les effets de ce qui est de toute façon à l'œuvre. Parce que la question du dérèglement climatique, on peut être très, très volontariste maintenant. On sait que l'inertie est telle que de toute façon, on va vers une augmentation des températures très, très importante, y compris à Lyon. C'est même la ville qui a la canicule la plus forte cet été en France et ça ne va pas s'arranger. Donc, il faut à la fois se dire on agit pour limiter ces effets à long terme, mais aussi s'adapter
à ces évolutions. Et tout ça dans une perspective de vivre mieux ensemble aujourd'hui, parce que l'enjeu du délitement du lien social, de la fracture, des inégalités, il est toujours présent. Et effectivement, il faut bien penser les deux, et c'est un peu le sens de mon engagement. Je reste avec vous 2 secondes, Béatrice. Jérôme Fourquet de l'IFOP sort son 3e livre. Lui. Un vrai sondeur, lui, effectivement. Moi, ça serait plutôt l'IFLOP. Lui, c'est le vrai l'IFOP. Et donc, du coup, sort son 3e livre sur l'état de la France. Il a parlé dans ses précédents livres d'archipélisation. Là, il nous dit qu'on manque d'un récit commun. Malheureusement, Béatrice, c'est vous qui êtes en politique depuis le plus longtemps. Et donc, qu'est-ce que vous avez foutu alors si nous, on n'arrive pas à avoir un vrai récit qui, comme ça, nous donne envie et qui nous permet d'envisager l'avenir avec bonheur, avec joie? J'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas pour les Français. Merci, là aussi. Après, heureusement, on est dans un pays où il y a différentes composantes politiques qui peuvent débattre et proposer des projets politiques aux électeurs, aux électrices. Donc, effectivement, à nous d'être les plus convaincants. Enfin, il nous semble qu'on l'a été en 2020 pour la métropole, en tout cas. Mais après, il y a des vents contraires sur ces questions ces enjeux écologiques très importants et ces enjeux de solidarité. Il y a des vents contraires en Europe et la situation est difficile. Et quand je voyais ce matin sur le marché des gratte-ciel à Villeurbanne que déjà un certain parti d'extrême droite est en campagne pour les élections européennes, quand on sait comment les questions du réchauffement climatique sont prégnantes et qu'on va vers des migrations climatiques de millions de personnes qui arrivent déjà et qui vont arriver plus, voilà, et que certains ne proposent que la fermeture, alors que de toute façon, on est dans un bateau commun, permettez-moi de le dire, de cette image à propos de ces drames qui se passent dans la Méditerranée, eh ben, je me dis qu'effectivement, il faut qu'on soit encore bien meilleur pour convaincre avec un récit qui fasse envie. Mais je me réjouis qu'un certain nombre d'entre vous aient levé la main sur l'enthousiasme et le côté positif de l'avenir, parce que de toute façon, il faut pas lâcher la garde, et on a les moyens, je pense, en plus dans nos sociétés développées, conscientes d'un certain nombre de choses, on a les moyens de réorienter le bateau et de vivre mieux tous sur cette planète. Mais encore faut-il effectivement qu'on soit nombreux à agir dans le même sens. Et ça, on a les moyens. Et on a même déjà les idées, voire les expérimentations. Lionel, aujourd'hui, vous venez notamment pour défendre un livre que je vous laisse présenter et qui peut-être nous fait un peu la continuité avec ce que dit Béatrice sur regarder l'avenir, c'est peut-être aussi parfois regarder ce qui s'est déjà fait. Et en plus, après, je suis très curieux de savoir quel lien vous avez avec le futur. C'est marrant, la première, je vais répondre aussi à la première question que tu posais, à savoir cette projection vers le futur. En fait, ça me rappelle une scène que j'ai vécue, et je vais parler du livre très vite après, mais une scène que j'ai vécue, je devais organiser des réunions au ministère de la Transition, et je me suis retrouvé dans une conversation de machine à café avec des hauts fonctionnaires qui m'expliquaient en fait assez librement que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était d'essayer de déverrouiller au maximum toutes les subventions qui allaient vers les startups pour faire des fermes verticales, pour faire pousser des tomates sous LED, etc. Un avenir assez orwellien pour le coup, dans lequel moi je me projetais pas du tout. Et c'est marrant parce que dans cette même période, et c'est comme ça que j'en suis venu en fait à ce livre, j'ai découvert une étude qui m'a beaucoup intéressé sur les écolieux. Donc les écolieux, les tiers-lieux, les communautés autogérées, pour faire court, sont des endroits où les gens essayent de vivre ensemble pour réduire leur impact sur l'environnement, faire plus de choses ensemble, avoir une meilleure qualité de vie, etc. Et en fait, donc, ces lieux se multiplient en ce moment en France. Depuis quelques années, il y en a 1200, donc c'est devenu un phénomène assez important. Et en fait, cette étude, ce qu'elle disait, c'est que dans ces endroits-là, l'empreinte carbone des habitants a déjà été divisée par 2, quasiment. Elle est passée on sait qu'on est entre 9 et 10 tonnes par habitant, et eux, ils sont déjà à 5 tonnes et demie. Et en fait,
pour moi, disons, le déclenchement de ce livre, c'est aussi passé par le télescopage de ces deux informations, c'est-à-dire des gens qui vous promettent que dans un avenir assez lointain, si jamais leurs innovations marchent, on ne sait pas trop, peut-être qu'un jour on pourra diviser par deux notre émission carbone. Et donc on parle beaucoup de ces startups, de ces gens, etc. Et puis une autre réalité qui est passée sous les radars, qui est que voilà, il y a 1200 lieux, et donc cette étude, elle a été faite par l'ADEME. C'est une étude qui est très sérieuse, qui porte sur voilà, plusieurs milliers d'habitants et qui montre donc cette empreinte carbone. En fait, eux, ils sont déjà arrivés à cette destination à laquelle peut-être on pourrait aller un jour en mettant les multinationales à fond sur ces marchés de la technologie, etc. Et là, je me suis dit, ça serait bien que ce truc qui est passé sous les radars, eh ben, on le mette un peu plus en avant, quoi. Donc on aura l'occasion de revenir sur ce livre que je présente ici. Lionel sera en dédicace après à 17h. Clémentine le dira, mais si jamais vous avez envie de creuser sur le sujet des 7 cabanes, Lionel vous dédicacera le livre avec plaisir. Je reviens quand même à votre relation au futur. Et puis derrière, justement, peut-être savoir jusqu'à quel point ce n'était pas les tomates ou les fraises qui poussaient les unes sur les autres qui étaient pour vous justement ce qui tenait du désirable, du futur souhaitable. En fait, du coup, moi, je me suis lancé dans une... il se trouve, c'est vraiment un concours de circonstances que j'ai eu une commande d'une série de reportages qui allait dans des communautés très variées. Je suis allé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je suis allé aussi dans un monastère, le monastère de Solan. Je suis allé dans des écoquartiers très propres, conçus par des ingénieurs, etc. Formidables d'ailleurs, etc. Et en fait, ce que j'ai découvert pour répondre à ta question, c'est que l'innovation dont on a besoin, en réalité, c'est beaucoup plus une innovation sociale, humaine, qui est que on a besoin de fonctionner ensemble, on a besoin de réduire nos besoins. Et je vous donnerai simplement un exemple. Dans ce quartier dont je viens de parler, qui s'appelle Éco-Ravi, qui est à Dieulefit, où il y a 23 familles qui vivent ensemble. Au niveau éco-habitat, ils ont fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Et ils sont arrivés, par rapport à un habitant de la même commune, ils sont arrivés à diviser leur consommation électrique par 7 et leur consommation d'eau par 3. Et en fait, ces gens-là vivent... je sais que la tonalité du festival est positive. Là, pour le coup, moi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui sont vraiment heureux, avec des niveaux de vie et de revenus très variés, des niveaux d'âge très variés. Et donc, voilà, pour moi, il y a vraiment là une possibilité à creuser. Et donc, il faut avancer sur ce sujet-là, quoi. C'est quand même fou de se dire que là, Béatrice prend la parole, Lionel prend la parole et on lie à l'écologie, à l'engagement, de la conviction, de l'enthousiasme, de l'amélioration de la qualité de vie avec en plus un vrai impact en termes de transition carbone, de réduction de notre empreinte nos émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, en général, malheureusement, quand on parle des sujets écologiques au national, dans les médias, tout de suite, c'est associé à quelque chose de culpabilisant, angoissant, restrictif. Et donc, peut-être, et on en reparlera tout à l'heure, que vous avez vu passer la planification, là, le plan de planification au national, on est sur quelque chose qui est non contraignant et qui ne vend pas beaucoup de désirabilité. Je ne sais pas si vous avez épluché le plan, tout le programme de planification qui a au moins ouvert un article à propos de ce sujet. Vous êtes dur. Non, vraiment ? Non, c'est vrai ? Oh la vache, j'arrête de faire des sondages là, je crois. Ça y est, vous avez cassé ma carrière en devenir. Et du coup, ça dit quelque chose de cette évidence du bonheur, de l'engagement, et qui pourtant peine à se traduire dans les idées au niveau national, dans les mentalités au niveau national, et pourtant, ça devrait. Et ce qui est encore pire, et là, Alexandra, moi, je vous attends, c'est qu'en général, quand on parle de futur, c'est souvent ceux qui, pour l'instant, jouent la plus mauvaise partie, qui ont les pires cartes en main, qui se permettent d'avoir la relation la plus enthousiasmante au futur, les entreprises. Et donc, on a des gens qui nous disent qu'on va creuser des trous sous terre, envoyer des fusées pour faire Tokyo-Los Angeles en quelques minutes, et qu'en réalité, tout sera bien grâce à l'hydrogène, grâce à l'innovation, grâce aux investissements. Comment on peut expliquer ce tel écart, ce tel sentiment aussi de légitimité de la part de certaines entreprises à raconter n'importe quoi ? Et
quelle est la relation qu'on a vis-à-vis du futur quand justement, en tant qu'entreprise, on s'engage et on regarde ces gens-là à côté, justement dire n'importe quoi. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas faire une longue présentation, mais en gros, on fait des travaux qui vous embêtent, peut-être un peu en vélo, beaucoup en voiture, voilà, mais donc sur les réseaux d'électricité, les réseaux d'eau, les ouvrages d'art. On peut aussi gérer des déchetteries, revaloriser des matières, dépolluer les sols. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des métiers extrêmement variés en lien avec le sujet, et c'est moi ce qui me passionne profondément. Enfin, cet enjeu du climat, et quand on prend même l'enjeu global de toutes les limites planétaires, en fait, comment on peut impacter sur nos différentes activités. Évidemment, on a évidemment un rôle, une responsabilité en tant qu'entreprise sur comment on impacte sur ces limites, mais aussi évidemment un rôle positif, je crois fondamentalement à jouer. Je croise dans mon quotidien évidemment beaucoup de dirigeants de tout secteur d'activité. Et pour répondre et agir directement à ce point-là, je me rends compte qu'en fait, il y a toujours l'impression d'avoir fait quelque chose. En vrai, les entreprises ne font pas rien, mais en fait, c'est juste une question d'ordre de grandeur. C'est juste que l'ordre de grandeur est pas du tout au bon niveau. Et donc, en fait, oui, il y a toujours des choses. Alors, ça peut être des fois extrêmement maladroit au point du greenwashing, quand Shell dit on va pas imprimer l'étiquette de caisse. Là, on est sur des choses un peu plus évidentes. Mais par contre, parfois, c'est plus fin, en fait, on a l'impression qu'ils se disent mais on change beaucoup de choses, ça impacte déjà notre marge, on a l'impression de faire des choses. En fait, c'est juste pas le bon ordre de grandeur. Et c'est le constat que j'ai fait en échangeant, c'est qu'en fait, on a fait plein de choses bien, et aussi au sein de l'entreprise, il faut qu'on change d'ordre de grandeur, et il faut aussi potentiellement qu'on change de logiciel aussi dans la manière de faire nos modèles économiques. Et personnellement, moi, ce qui m'a animé, donc il m'a donné confiance en le futur, c'est notamment l'initiative de la Convention des entreprises pour le climat, parce qu'en fait, on essayait de chercher des solutions autour de la régénération. Je ne dis pas qu'on est dans la régénération encore chez Serfim, on a travaillé sur notre raison d'être, on ne l'a pas mis parce que, évidemment que c'est une vision, mais en fait, je ne l'ai pas galvaudé ce terme-là qui pour moi doit être vraiment protégé et riche, parce qu'il est vraiment une partie de la solution sur la manière dont on change le modèle économique, on sort des logiques volumiques, on aligne nos intérêts, ceux de nos clients et toutes nos parties prenantes avec les limites planétaires du coup. Et c'est vrai que je pense que les entreprises commence à avoir toute une forme de bonne volonté, mais c'est juste comprendre en fait l'ordre de grandeur sur lequel on doit agir qui est nécessaire. Et effectivement, des fois, ça peut être agaçant de voir c'est un peu rageant de voir qu'on n'est pas toujours au bon niveau. Après, j'aime à croire que ça va dans le bon sens. Après, on voit que ça va pas assez vite par rapport à ce qui nous arrive. Moi, ce qui m'a en tout cas, pour réagir sur ce sujet du futur, pour compléter aussi la réponse, dans cette initiative, donc la Convention des entreprises pour le climat, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, a pris le principe de la Convention citoyenne pour le climat, mais a rassemblé 150 entreprises sur un parcours de 12 jours où on bossait quand même vraiment avec des experts d'un bon niveau, et ensuite avec une vraie prise de conscience, et après des solutions, de l'action autour d'abord des feuilles de route pour nos entreprises et aussi des propositions politiques. Mais l'idée de base, c'était quand même comment les entreprises peuvent être dans l'action. Et peut-être, évidemment, elles sont beaucoup critiquées par rapport au sujet, mais elles peuvent aussi probablement bouger un peu plus vite que notamment la politique, les enjeux par rapport à d'autres considérations. Donc on peut aussi être force de proposition. Et c'est vrai que la première session qu'on a eue était extrêmement anxiogène, mais volontairement sur le constat, parce que moi j'avais fait mes études dans les énergies renouvelables sur un angle très pragmatique, très ingénieur, le carbone, bim bam boum, ça semble bien, ça a l'air d'aider au truc. Et là en fait on se prend toutes les limites planétaires. En fait on se rend compte que le sujet carbone est qu'une partie, bon vous le savez bien je pense dans cette salle, mais est qu'une partie de l'enjeu. Et on a eu la chance d'avoir l'intervention de Valérie Masson-Delmotte, donc présidente du premier rapport du GIEC, premier groupe de rapports, il y en a 3 pour les experts. Et elle a dit cette phrase qui m'a donné beaucoup d'espoir. Ça ne veut pas dire que c'est encore réel, mais que si on agit de manière significative, donc en gros dans les scénarios soit le plus ambitieux, soit juste en dessous du GIEC, un enfant qui naît aujourd'hui, donc c'était en 2021, peut vivre dans un climat stable à l'âge adulte.
Et ça m'a donné beaucoup d'espoir. Alors, je pense qu'elle était résolument à vouloir créer de l'optimisme aussi, mais c'était aussi, je pense, avec sa rigueur scientifique, une probabilité réelle. Donc, pour moi, c'est vrai que les sciences comptent aussi. Et ça m'a beaucoup touchée, donc parce que j'avais aussi, je venais d'avoir un petit bébé, c'était mon deuxième, je l'ai laissé dormir, mais ma première est dans la salle. Je suis pas sûre qu'elle va rester. Mais l'idée, c'était aussi de se dire, en fait, voilà, forcément, la question de la parentalité, hein, pas que de la maternité, de la parentalité, parce que je pense que ça impacte aussi beaucoup les hommes. On se projette d'autant plus dans le futur. Donc, et c'est ça qui, voilà, m'a animé, m'a donné aussi beaucoup d'espoir. Est-ce que c'est suffisant, Lionel, et je rebondis sur cette réponse, merci Alexandra, de se dire... vous tous ici présentes, vous allez chambouler vos modes de vie, comme ça, les jeunes pourront vivre dans un climat stable. On y va? Ça y est, tout le monde est prêt là? Au national, tout le monde on va agir, on va complètement transformer nos modes de vie, comme ça, on le répète ensemble, les jeunes pourront vivre dans un climat stable. Non? Il y a un truc, il y a un slogan présidentiel, quelque chose? Non, je l'ai travaillé, j'aurais dû peut-être un peu plus le travailler. Plus de conviction? Non, c'est ça? Bon. Comment on fait? Et là, du coup, toi, tu as quand même, ça y est, je suis passé au tutoiement, je savais que ça allait pas tenir très longtemps. Toi, tu as quand même la casquette d'artiste. Comment on fait pour qu'on laisse plus d'émotionnel? Alexandra nous disait, on est passé d'un monde bim bam boum, et je trouve encore que sur ces questions écologiques, on est encore très dans le bim bam boum. On laisse parler, et essentiellement, quand on les laisse parler, des gens comme Jean-Marc Jancovici, qui voient le monde à travers un tableur Excel. Vous voyez Néo qui voit la matrice verte, bah lui, Jean-Marc Jancovici, quand il regarde les gens, il voit des tableurs Excel derrière, et des cellules et des cases. Comment on fait pour mettre de l'émotionnel? Et est-ce qu'on doit vraiment faire ça? Est-ce que c'est vraiment ça le levier qu'on n'a pas activé et qui va nous permettre de cette fois radicalement changer les choses? En fait, ce côté de donner de l'espoir, être positif, optimiste, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut absolument que ce soit mêlé, et c'est pas contradictoire du tout, au fait que on est dans un rapport de force aujourd'hui. Et si on occulte ce rapport de force, en fait, on ne peut que rater la cible parce que le terrain est déjà occupé d'une certaine manière. Il faut quand même maintenant, nous aussi, qu'on avance sur ce terrain. Et moi, donc, je disais tout à l'heure que je suis allé d'une communauté à l'autre pour rencontrer les gens, voir comment ils faisaient, puisque eux, justement, se sont mis en mouvement et qui sont déjà, comme je le disais, à destination. C'est-à-dire qu'ils ont déjà adapté leur niveau de vie, leur vie quotidienne, leur modèle à cet objectif de réduire leurs émissions et beaucoup d'autres choses encore. Et ce que j'ai remarqué, donc pendant que je faisais ça, j'ai rencontré une communauté sur laquelle j'ai écrit ce livre parce qu'ils avaient une histoire renversante, quoi. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'il y avait que tout ça fonctionnait ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois cet optimisme et à la fois ce côté rapport de force. Et les deux étaient vraiment très très bien mariés, quoi. Et d'aller dans cette subtilité, moi c'est vraiment ce qui m'a plu. Et en fait, ces jeunes marginaux dont je raconte l'histoire, qui a démarré il y a une vingtaine d'années, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis, ils se sont rencontrés dans une formation d'animation sociale. C'est vrai qu'ils ont été très motivés par des profs qui leur enseignaient autant la désobéissance civile que l'éducation populaire. Et donc, en fait, eux, ils sont sortis de cette formation, ils se sont mis en action tout de suite, sans passer 3 ans à se demander s'ils étaient anarchistes, libertaires, etc. Non, ils voulaient agir et donc ils ont commencé tout de suite. Et ils sont partis dans cette espèce de voyage dont aujourd'hui ils ne sont pas revenus 20 ans après. Et en fait... Ils sont vivants, hein. Ils sont vivants. C'est une histoire vraie. Oui, c'est ça. C'est une histoire vraie. Ils sont vivants, ils existent. Je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Et en fait... ce qui vraiment, moi, m'a bouleversé en fait en les rencontrant, c'est cette forme de marginalité positive et assumée. Pour vous donner juste un exemple et une toute petite facette de l'histoire, ils s'habillent aux couleurs de l'arc-en-ciel depuis 20 ans. Alors, ça fait très bizarre, puis quand je vous dis ça, vous vous dites « Oh là là, il est en train de nous parler d'une secte, etc. » Et donc, moi, au début, c'est vrai aussi que je me suis dit « Mais en fait, c'est qui ces zozos, quoi ?» Et en réalité, ils ont accompli
des exploits dans le domaine de l'écologie. Je ne vais pas spoiler ici, divulgacher l'histoire de ce bouquin, mais en gros, qu'est-ce qui se passe au milieu? Donc, il y a un long voyage à travers les États-Unis, le Mexique, etc., où ils sont vraiment à la fois dans une fuite anti-consommation et dans une quête. Et il y a un moment donné où ils rentrent en France, ils traversent la France à pied, ils se retrouvent dans une forêt et ils vivent dans cette forêt pendant 5 ans, sans revenus, sans argent, sans RSA, en donnant des coups de main et avec ce qu'on appelle le low-tech, avec la débrouille, en quelque sorte. Et en fait, cette expérience à la fois communautaire et à la fois de diminution drastique de leur niveau de vie, c'est ça qui leur a apporté la force dont ils avaient besoin pour monter leurs projets par la suite, qui ont été des projets à grande échelle. Et je pense quelque part que c'est aussi ce dont chacun d'entre nous a besoin, c'est-à-dire de se sortir de cette immersion matérialiste qui nous scotche un peu au sol. Et donc, eux, ils sont à la fois dans un combat. Il y a des moments où ils sont confrontés à l'armée, à la gendarmerie, c'est dur. Ils vont en prison, etc. Et il y a d'autres moments où ils sont dans cet aspect hyper positif. D'ailleurs, ils ont toujours ce rêve. Ils vont vers ce rêve, mais il y a les deux. Et je pense que voilà, pour moi, c'est important d'avoir toujours en tête les deux. Il y a le rapport de force et il y a l'énergie de l'optimisme. Je me dis qu'à chaque fois que je te donne la parole, Lionel, tu as la possibilité de me divulgacher la fin du livre et du coup je suis embêté parce que j'aimerais que tu ne racontes pas trop de choses et là tu as dans ta réponse donné plein d'éléments que j'ai pas encore lus. Et donc si tu peux essayer de faire un peu attention parce que c'est un bon livre et je suis vraiment accroché, ça serait génial. Et j'aime bien là ce territoire du rapport de force et si on peut en parler un instant, Béatrice, parce que, et ça y est, je me permets de te tutoyer alors que je te l'avais pas demandé, tu nous disais, Béatrice, que tu voyais déjà des personnes d'un parti d'extrême droite qui est déjà en train de préparer les européennes. Jusqu'où va le rapport de force en politique et comment en fait on peut décider que le futur ça soit un peu cette terre vierge sur laquelle nous on pourrait plus aller, plus créer de la désirabilité, plus tu disais toi Alexandra changer de logiciel mais en fait créer une zone qui va nous permettre, parce qu'on a cette énergie, parce qu'on a cette intensité, de décrédibiliser ceux qu'on continue à faire trop exister dans le rapport de force. Est-ce que c'est aussi ça qu'il faut faire en politique? Parce que là encore, et c'est vraiment pas cette fois sur toi que je fais porter cette responsabilité, mais pour l'instant, décrédibiliser le RN grâce au rapport de force, ça ne marche pas du tout. Je crois qu'il faut qu'on montre que justement d'autres politiques sont possibles, même si les politiques publiques, pour vraiment répondre aux enjeux énormes qui sont là posés aujourd'hui, ça dépend du niveau international et on voit bien que malgré des engagements GIEC et autres, ça n'atterrit pas. Il faut des engagements européens, des engagements nationaux, des politiques locales et puis les engagements de tout un chacun. Donc je pense que montrer que des politiques locales qui font changer un certain nombre de choses en embarquant les citoyens qui sont aussi, soit ils sont déjà prêts et sans doute vous l'êtes, soit ils sont circonspects mais ils veulent bien y aller. Et je pense que c'est possible de les embarquer en leur montrant que quand on fait des aménagements cyclables, quand on développe des lignes de tramway, quand on crée des jardins partagés, quand on met des tarifs sociaux, des bas tarifs dans les transports en commun, quand on met le RSA jeune, voilà, que les politiques volontaristes, ça marche et ça fait changer les choses. On raconte aussi l'histoire qu'on n'est pas tous condamnés à se détester et à fermer les frontières. Donc voilà. Au niveau local, je pense que c'est très important. Mais pour autant, il ne faut pas perdre de vue, en effet, les différents échelons et le rapport de force. Moi, j'ai envie de le poser au niveau européen. Quand on voit que le gouvernement français et l'Europe reviennent sur le moratoire, sur la fin du glyphosate dans 3 ans, que c'est en train de lâcher là-dessus, alors que c'était juré craché, on irait 3 ans, pas plus,
et que finalement on ne va pas le tenir, mais c'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux, alors que tout le monde sait bien que c'est effectivement dramatique pour nos sols, pour l'eau, pour notre santé. Donc le rapport de force avec les lobbies, il est vraiment terrible. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Et du coup, effectivement, il y a un enjeu à avoir une Assemblée européenne qui sache mieux résister que ce qu'elle n'a fait, une prochaine Assemblée européenne qui sache mieux résister. C'est pareil plus globalement sur l'agriculture. On sait bien que notre agriculture intensive, non seulement il y a la question des pesticides ou du glyphosate, mais il y a de la question de la consommation d'eau, il y a la question que les espaces agricoles, on a une étude très intéressante dans notre territoire qui nous montre que les espaces agricoles, c'est autant des îlots de chaleur que les espaces urbains très minéraux. Donc, il faut vraiment transformer notre agriculture, pas seulement en enlevant les pesticides et les entrants, mais en structurant une trame agroforestière des boisements pour couper l'impact des vents, pour être moins consommateur d'eau, pour faire que l'agriculture en elle-même, ici dans le territoire de l'Est lyonnais, autour de Lyon, puisse être plus adaptée au réchauffement climatique et à la sécheresse et à la baisse du niveau de la nappe, du niveau du Rhône, etc. Donc ces changements profonds, on y travaille en essayant effectivement d'embarquer la profession agricole. Là, je parle d'autres types d'acteurs économiques, mais il faudra aussi qu'on ait une politique agricole commune beaucoup plus volontariste sur cette transition agricole écologique pour qu'on puisse tout simplement nourrir, qu'on puisse tous avoir accès à une alimentation durable, de qualité, etc. et en circuit court. Dans ce que tu dis, Béatrice, j'ai quand même l'impression que ça veut dire que être bon dans le futur, c'est aussi de mieux raconter ce qui se passe dans le présent. C'est de le rendre réaliste, ce présent. C'est pas se vanter, mais il faut aussi plus être fier de ce qu'on fait déjà. Déjà, il faut faire, et je pense qu'on essaye de faire beaucoup, effectivement, dans notre territoire de la métropole, avec un certain nombre de villes de la métropole, dont la ville de Lyon, de Villeurbanne et autres. Mais il faut effectivement donc le faire savoir, et puis embarquer des politiques de transformation à un autre niveau. Je prends un autre exemple. Je peux ? Pour dire que les forces du marché et les modèles économiques... Comment ? J'ai pas répondu. Ah bon ? Alors, mais si, mais je plaisante, Béatrice. Que les modèles économiques qui sont quand même pervers aujourd'hui. À la Part-Dieu, vous savez, on réaménage tout le secteur de la Part-Dieu, le parvis de la gare, le boulevard Vésiémerle, etc. Depuis quelques années, les travaux ont démarré et on transforme ces espaces publics avec des pavés qui viennent d'Espagne. Là, les pavés du boulevard Vésiémerle qui ont commencé à être implantés depuis maintenant 2-3 ans. Donc nous, on s'est dit, bon, les pavés qui viennent d'Espagne, à votre avis, comment ils viennent à Lyon depuis l'Espagne ? Gagner. Donc non, c'est pas très satisfaisant. Pour autant, il faut garder, pour la qualité paysagère, architecturale, il faut garder les mêmes pavés. Donc ok, on va garder les mêmes pavés. Ils pourraient venir de Bretagne, mais Espagne-Bretagne, c'est kiff-kiff en termes de bilan carbone kilométrique en camion. Donc on a demandé à notre fournisseur d'approvisionner, d'acheminer ces pavés d'Espagne ou de Bretagne autrement qu'en camion. Et effectivement, on a eu des propositions pour qu'ils soient acheminés en train, bateau plus train. Ça va coûter 10% plus cher, 10% plus cher rien que sur l'approvisionnement en matières premières, chère Alexandra. Donc, on a dit, on va faire l'effort financier. C'est un ticket à 300 000 €, c'est des gros marchés quand même. On fait cet effort financier parce qu'on trouve que c'est vertueux pour toutes les raisons que vous imaginez, mais on marche quand même sur la tête. On marche quand même sur la tête d'avoir un système de transport, et vous ne le découvrez pas, qui fait que économiquement, effectivement, c'est 10% plus cher de faire venir des camions, des pavés de loin. Alors après, vous pouvez me dire, on pourrait acheter des pavés plus près. Oui, on essayera pour les prochaines. Mais ce n'est pas si simple quand même. En tout cas, avec les choix qui ont été faits, il faut continuer cet approvisionnement. Et c'est quand même aberrant de se dire que quand on est vertueux sur le plan de l'impact carbone, pollution de l'air
et autres, il faut payer 10% plus cher. Et c'est qu'un micro-exemple. Alors, les pavés, on se dit, ils pourraient être de réemploi. Je continue sur mon exemple des pavés parce que c'est aussi intéressant. On promeut tous l'économie circulaire, le réemploi des objets, etc. Alors, dans un autre territoire, dans une commune de la métropole, on utilise des pavés de réemploi qui étaient avant rue de la République. On va les mettre à Villeurbanne. Bon, très bien. Eh bien, quand même, économiquement, ça a beau être de la matière qu'on récupère, comme il faut les retailler et qu'il y a du façonnage et qu'il y a de la main-d'œuvre, et ben finalement, ça coûte même pas moins cher que de faire venir des pavés neufs d'un peu plus loin. Donc, on a quand même un problème de marché, de modèle économique qu'il faut toucher. Et ça, c'est pas nous tout seuls qui arriverons, même si nous, enfin collectivité avec de la commande publique de plus en plus vertueuse, on peut infléchir un peu les choses et embarquer les acteurs économiques. Il y a quand même un système qu'il faut repenser au plus haut niveau. Ça veut dire que dans le futur, vous avez entendu, il n'y aura plus de pavés, comme ça, on n'aura plus de problème. J'entends quand même, Alexandra, et là je veux bien t'entendre là-dessus, qu'on est aussi prisonnier des indicateurs qui nous permettent de mesurer le présent et de valoriser en général ce qu'on entend par croissance, qui en plus laisse sous-entendre croissance économique. Est-ce que vous, du côté des entreprises, vous vous sentez piégé par la limite des indicateurs actuels? Est-ce que par exemple, pour la Convention des entreprises pour le climat, vous vous êtes pas dit qu'il fallait justement avoir de nouvelles manières de mesurer le futur pour le faire advenir aussi? Alors clairement, en fait, aujourd'hui, on est d'une certaine façon prisonnier, alors à la fois des indicateurs, de la façon dont sont construits en partie les marchés privés ou publics, même si ça évolue, dans le bon sens. Je ne suis pas sur le marché de la part Dieu, donc ça va, je peux librement. Mais par contre, effectivement, c'est évidemment des sujets sur les acteurs publics qu'on connaît bien. Alors déjà, je vais parler de ce que je mets en place chez Serfim pour en fait me dire qu'est-ce que je fais pour penser mon développement, l'évolution de mon entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aller dans le bon sens, plutôt même. Et en fait, effectivement, on regarde historiquement dans nos présentations, on voit la croissance qui va en verte, quand ça baisse, c'est en rouge. Et c'est vrai que c'est un peu culturel, même, je dirais. Tant bien même qu'on n'ait pas eu un culte de la croissance, on est une entreprise indépendante, et ça, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir une vision sur le futur, sur le temps long, qui est effectivement différente et qui fait qu'aujourd'hui, on se sent aussi libre de nos choix. Mais en fait, c'était, je dirais même culturel, au-delà d'être spécifique à l'entreprise. Et ce qu'on a fait dans la Convention des entreprises pour le climat et ce qui a été une des clés, évidemment, on a travaillé donc plusieurs choses. Déjà, quel sens on voulait avoir. Donc nous, c'était vraiment de contribuer à une meilleure qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Et évidemment, je ne reparlerai pas, mais là, Béatrice en a parlé, il y a la question déjà de tout ce qui est sur la partie, le volet humain qui me concerne particulièrement, notamment par rapport aux enjeux de prévention et puis évidemment les enjeux sociaux plus largement. Et évidemment, on réduit notre empreinte, bien sûr environnementale avec les expérimentations de chantier bas carbone. Mais en fait, dans les indicateurs qui me semblent clés pour changer justement de boussole au sein d'une entreprise, c'est qu'est-ce que ça veut dire aller dans le bon sens. Et pour moi, chez Serfim, ça veut dire combien de tonnes de déchets j'ai évité de l'enfouissement, combien de fuites d'eau j'ai permis d'éviter en rénovant des canalisations d'eau, combien de volumes de terre on a refertilisé, dépollué. Combien de tunnels on a réparés aussi pour la mobilité ferroviaire idéalement. Combien voilà aussi quand on a des solutions qui peuvent être technologiques aussi sur les territoires connectés, comment elles sont mises au juste besoin et au service de quoi. Donc en fait, essayer d'avoir des indicateurs finalement de développement qui vont là-dessus et qui finalement pour moi j'essaye de parler à minima de croissance ou décroissance parce que je me rends compte que c'est ce qui peut crisper dans les débats, c'est un peu stérile quand on revient trop là-dessus. Et en fait, si chaque entreprise arrive à se dire, des fois, alors j'ai des exemples assez concrets, assez directs avec les métiers qu'on a quand on fait de la mobilité électrique ou de la performance énergétique, il y a des choses, alors chaque point pourrait nécessiter des débats, mais on a des choses assez concrètes. Mais chaque entreprise, même si des fois c'est
plus indirect que ça, pour moi, doit réfléchir en fait aux indicateurs qui veulent dire aller dans le bon sens. Et parfois, ça veut dire avec quel client je veux aller travailler, comment je veux les accompagner, quel impact je veux avoir auprès d'eux. Et malheureusement, je me permets quand même que tu le disais tout à l'heure, il y a des ordres de grandeur à avoir en tête. Pour l'instant, quand on dit aller dans le bon sens, en fait, le vrai terme, c'est faire moins de dégâts. Mais on ne va pas dans le bon sens pour l'instant. C'est comme si, et là du coup tu parlais de tes enfants tout à l'heure, nos enfants venaient nous dire « Bon bah papa, je suis plus le dernier de la classe, je suis plus que l'avant-dernier ». Et on a aujourd'hui des décideurs économiques et politiques qui nous disent mais en fait nous on n'est quand même pas si mauvais que ça parce que on fait partie des moins mauvais élèves. Comment on va réussir à faire en sorte de passer des moins mauvais au moins mal, au moins à quelque chose de réellement mieux? Est-ce qu'on en est prêt? Est-ce qu'on va le faire un jour? Est-ce que c'est quelque chose que vous osez évoquer déjà? Alors je pense qu'il y a deux volets. Ça dépend, en fait, on va rentrer dans le débat, dans les activités qu'on a. Quand on a fait les bilans carbone vraiment par métier, on s'est rendu compte de... Je vais déjà réagir sur le moins mal et ensuite sur comment on peut faire justement plutôt mieux et aller sur les sujets de régénération notamment. Mais déjà, sur le moins mal, en fait, on se rend compte que quand on regarde sur l'angle carbone, pour prendre cet angle-là 2 minutes, mes différents métiers, on l'a vraiment fait par filiale, nos bilans carbone. C'est vraiment les équipes qui connaissent le mieux le métier qui l'ont fait dans notre organisation. Et en fait, un métier qui va réparer des fuites d'eau, donc avec une filiale qui s'appelle Albertasi chez moi, bref, qu'importe, se rend compte en fait qu'on a un bilan carbone qui est pire que d'autres entreprises chez moi, que ça peut être une partie qui fait de la rénovation de routes, une partie aussi qui fait de la dépollution. Et en fait, on se rend compte que, évidemment, il faut le faire le moins mal, mais aussi, il faut quand même se dire à quelle utilité. En fait, c'était ça mon point, c'est à quelle utilité on le fait. Parce que le faire... cramer du carbone pour rien, voilà, on le fait le moins mal possible, ok, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Et donc protéger les fuites d'eau qui sont encore, quand on a 20% de fuites d'eau, on est content, hein, ça c'est les bonnes statistiques en France, c'est 20% de fuites d'eau, et les fuites d'eau potables, mais les fuites d'eau d'assainissement sont aussi un problème parce que toutes les pollutions que ça peut générer sur les nappes phréatiques et j'en passe, il y a ça. Donc ça c'est le volet en fait, se dire comment finalement, j'ai pas la réponse, on arrive à avoir une réflexion autour de l'ensemble des limites planétaires. On arrive à mettre en cohérence ce projet pour nos territoires, pour du coup nos entreprises aussi, au service de ces limites planétaires. Effectivement, là, je parle plutôt de réduire. Et ensuite, sur comment on peut régénérer. Là, je vais sur un sujet qui, je trouve, au sein des entreprises, est encore beaucoup moins avancé et qui est évidemment pour moi aussi celui de la biodiversité, où là, on se rend compte que la grande majorité des entreprises ne se sentent juste pas concernées. Mais juste pas concernés parce que le lien est trop indirect avec leur métier en fait du quotidien. Donc en fait elles se disent non. Et effectivement dans ce sujet de la régénération, on a eu des intervenants type Christophe Sample sur la régénération, Tariq Tchekchak sur le biomimétisme, tout ce qu'on peut faire autour de ça. Et en fait on se rend compte que on n'est pas encore à ce stade-là, mais qu'il y a énormément de choses qu'on peut proposer, en fait, où là aussi, il faut qu'il y ait un marché, c'est tout l'enjeu, mais autour de services qu'on peut apporter à la nature sur nos ouvrages. Et ça, je pense qu'on peut le développer, mais il faut qu'il y ait cette sensibilité générale qui se développe. Et je pense que là, si on fait le joint avec l'imaginaire collectif, le futur commun, pour moi, c'est ce lien à la nature. Ce lien à la nature, aujourd'hui, on l'a en partie perdu et on a notre siège au sein d'une zone industrielle. Et honnêtement, les gens sont... honnêtement, je pense, j'aime à croire qu'ils ont plaisir à travailler dans l'entreprise, qu'il y a un lien humain, il y a une indépendance, il y a une convivialité. Mais ce lien-là à la nature, il est perdu et on sait qu'on en a besoin. Et en fait, en se reconnectant à la nature, ce dont j'ai aussi personnellement très largement besoin, et ben en fait, on change de dynamique et d'angle par rapport à ça. Et il faut juste que ça pour le coup, on est encore beaucoup plus loin pour moi en fait dans ce que font les entreprises aujourd'hui en tout cas. Bon ben on n'y est pas encore dans cette capacité à rêver sur des choses très concrètes. Là Lionel, je vais avoir besoin que tu redonnes des images
Là, en l'occurrence, parce qu'on le sait, nous, les citoyennes, les citoyens, c'est toujours sur nous que repose la responsabilité d'être les avant-gardistes, les éclaireurs, les éclaireuses. Et toi, ces éclaireurs, ces éclaireuses, tu les as vus. Donc, s'il te plaît, nourris-nous un petit peu. On va avoir besoin de toi parce que, pour l'instant, j'ai l'impression que quand on réfléchit au futur, on se dit seulement, bon, on va pouvoir faire un peu moins mal. Et c'est pas suffisant. Et toi, en plus, tu as vu qu'on pouvait faire carrément mieux. Oui, alors c'est marrant. Je te rejoins tout à fait. C'est la réflexion que j'étais en train de me faire en écoutant. Et du coup, je voudrais essayer peut-être d'aller de cette réflexion économique et technique vers une réflexion peut-être plus microéconomique, humaine et communautaire, même si l'humain est partout. Et sur cette question de récit, voir aussi comment on peut changer de récit. Et en fait, en vous écoutant, ça m'a donné envie de vous donner un exemple très, très concret de ce que j'ai pu rencontrer pendant cette série de reportages, qui n'est pas le sujet du livre, hein, mais qui a alimenté vraiment mon besoin absolu de raconter tout ça dans un roman vrai, quoi, en quelque sorte. Il y a une des communautés qui m'a beaucoup marqué, c'est une communauté religieuse. Et en fait, on s'était dit, est-ce qu'il faut qu'on aille voir cette communauté religieuse? Donc c'est le monastère de Solan dans le Gard. Et donc on avait un débat autour de ça. Et la conclusion du débat, ça a été de dire, on y va, mais on adopte un regard laïque. Et on s'intéresse aux solutions mises en place pour accéder à ce mode de vie différent. Et ça a été une surprise assez réjouissante. En fait, l'idée aussi, c'était de se dire, voilà, ces femmes vivent dans un univers qui est très, très coupé du monde. Qu'est-ce qu'elles ont gardé d'avant? Qu'est-ce qu'elles ont pu développer pour être à ce point sobres? Et donc, la question que je posais à tout le monde quand j'ai fait cette série de reportages, c'est qu'est-ce que vous mutualisez? Quel est l'impact de votre niveau de vie, combien vous coûte votre vie quotidienne, etc. Donc ces reportages au départ, ils étaient assez approfondis avec l'idée de comprendre qu'est-ce qui marche pas, et de creuser vraiment, quoi. Et l'une des moniales qui me répondait me dit, mais en fait, ça irait plus vite si vous me demandiez qu'est-ce qu'on ne mutualise pas. Je dis, ah bon, d'accord, alors, ok, qu'est-ce que vous ne mutualisez pas? Et là, je vous promets que c'est vrai, et c'est pas du second degré du tout. Elle me dit, en fait, la seule chose qu'on ne mutualise pas, ce sont nos sous-vêtements. Et tout le reste est partagé, achat groupé, etc. Donc, il y a entre 20 et 25 moniales, et elles ont 5 téléphones portables, dont un seul est un smartphone, 7 ordinateurs. Elles produisent leur alimentation, c'est des expertes de l'agroécologie. Il y a plein de spécialistes qui vont là-bas en loose day pour récupérer un peu les techniques, parce que c'est vraiment magnifique. Elles ont fait comment pour les pavés? Mais juste, alors, comment elles ont fait pour les pavés? Non, s'il te plaît. Si. Non, mais justement, c'est intéressant. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis mis à penser à elle. Pourquoi? Parce que donc je continue mes questions. Et puis, à un moment donné, elle voulait m'expliquer que comment elles font pour les pavés. Elles prennent le temps. Elles sont inscrites dans un temps long, qui n'est pas le temps de l'urgence dans lequel on s'est mis imperceptiblement et dans lequel on est aujourd'hui. Et en fait, elles m'ont donné vraiment un exemple qui m'a frappé. En fait, elles font des confitures. Avec des confitures avec des pétales de rose de Damas, voilà, qu'elles ont fait venir, elles coupent ça, c'est très beau. Et il y a un moment, en fait, dans la fabrication des confitures, elles ont besoin d'une énorme marmite comme ça, qui est posée sur un essieu et qu'il faut renverser avec le liquide qui est bouillant, etc. Donc ça, c'est un appareil. L'achat d'un appareil professionnel comme celui-là, ça coûte une fortune pour elles. Et donc elles ont dit, tant qu'on n'a pas trouvé de solution, on ne le fait pas. Elles ont réfléchi, elles ont partagé, réfléchi à plusieurs, etc. Et en fait, elles sont tombées sur une solution où elles ont acheté les essieux d'une bétonnière, et dessus, elles ont mis ce qui est utilisé, je crois, pour fabriquer les fromages, une marmite qui leur correspondait tout à fait. Donc je crois qu'elles ont mis 3 ans avant de trouver cette solution qui fonctionne très bien. Et en fait, pour moi,
c'est vraiment l'exemple parfait qui montre qu'à un moment donné, en fait, même s'il y a plein de solutions qu'il faut qu'on mette en place, une des solutions, c'est qu'il faut vraiment qu'on prenne plus de temps. Et j'allais dire qu'il faut vraiment qu'on se calme. Donc, premier indicateur pour les 2030 glorieuses, l'indicateur du temps retrouvé. Hein, c'est une relation au temps beaucoup plus apaisée, une obligation à la réussite, à la réponse immédiate qui a été complètement balayée. Est-ce que tu veux bien nous repartager peut-être quelques autres indicateurs tirés de tes pérégrinations ? Peut-être le temps passé ensemble. Et c'est vrai que ce que nous apprennent tous ces écolieux, donc on était 3 journalistes à travailler dessus, on en avait chacun 7, pour vous dire simplement qu'on en a exploré beaucoup et qu'on avait vraiment à cœur de comprendre les outils qui allaient faciliter tous ceux qui voulaient créer ce type d'écolieux. Donc on a gratté, et petit à petit, en fait, on a trouvé des choses communes qu'on avait tous les 3 ramenées de nos 21 écolieux, les problèmes récurrents. Et là où justement ces écolieux étaient devenus experts. Pour te donner un nouvel indicateur, et pour le coup, c'est vraiment, ça ne vous surprendra pas, mais l'aspect gouvernance et relations humaines. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette question-là qui est le point d'achoppement dans tous les écolieux. Ça et un petit peu ce qui est bénévolat, temps donné, etc. Et en fait, tous ont à la fois traversé des zones très difficiles. Chacun a répondu un peu à sa manière à cet enjeu. Il y en a qui ont des méthodes hyper carrées. Tous ceux qui y arrivent passent beaucoup de temps ensemble. Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu. Et j'ai été vraiment frappé à la fois par les emmerdes que ça peut leur créer. Donc tous ces écolieux, c'est des endroits où il y a des gros problèmes humains entre les gens. Ça fait partie du... Voilà, et donc il y a beaucoup de travail nécessaire pour partager, se remettre d'accord, etc. Et du coup, après, quand on est arrivé à traverser ces difficultés, on est dans une relation qui est plus profonde, plus solide, etc. Et c'est extrêmement agréable de travailler avec eux. Et les gens qui sont dans le livre, il a fallu moi aussi, en fait, que je travaille avec eux d'une certaine manière, parce que je voulais qu'ils puissent relire le livre et que d'une manière ou d'une autre, ils soient d'accord avec ce qui est écrit dedans, sachant que ça rebrosse 20 ans de leur vie, qu'il y a pas mal de choses illégales qu'ils ont faites, des choses peut-être qu'ils n'assumeraient pas aujourd'hui, etc. Et c'est marrant parce que donc forcément, on a traversé une période difficile, parce qu'il y a des choses dans lesquelles ils ne se reconnaissaient plus, etc. Et puis moi, je voulais quand même les raconter. Et je ne voulais pas écrire une hagiographie sur ces gens-là, c'est-à-dire un récit ultra positif. Ce n'était pas du tout l'objectif. Et aujourd'hui, je terminerai par ça, aujourd'hui, donc on a abouti ce travail ensemble, le livre est sorti, ils sont hyper contents, moi aussi, on partage, c'est vraiment extraordinaire. Mais eux, la dernière fois que je les ai vus, le truc qu'ils m'ont dit, c'est que ce qui leur a le plus plu dans tout ce processus, c'est le fait qu'on soit arrivé à s'entendre et à rester amis. Et en fait, ils ont vraiment cette expertise de comment est-ce qu'on fait quand on vit ensemble dans des conditions difficiles. C'est-à-dire lorsque la vie dépend de on va donner un coup de main au marché pour avoir des légumes, on dépend pour vivre au quotidien d'avoir un peu d'huile de friture à mettre dans la voiture, etc., de panneaux solaires, un compte en banque pour 10, etc. Enfin, voilà, c'est tout ça. Et donc, voilà, indicateur humain. Dessinons un futur commun ou en commun. Je ne sais plus exactement comme c'était, mais il y a l'idée de collectif et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, si vous le voulez bien, pendant une toute petite dizaine de minutes et j'aimerais que ce soit aussi un peu plus un joyeux bordel là, de notre conversation. J'arrêterai de donner la parole, donc vous saisissez du micro ou pas. Et ensuite, on va terminer sur 10 minutes où on va se projeter. Là, on va oublier qu'on est écouté, filmé, enregistré, on sera plus que entre nous et on va se projeter justement dans ces futurs et livrer peut-être un petit peu plus d'intime, on verra. Je parlais pour préparer succinctement cet échange à une personne que je ne nommerai pas, qui travaille à la métropole de Lyon et qui me disait, en fait, dessiner un futur en commun, faire exister les rêves des citoyens, c'est quand même souvent des rêves qui sont contradictoires. Comment on fait
pour redonner le goût de l'autre, le mythe de l'autonomie, chacun sur son terrain avec son petit lac, ses chevaux et la carabine qui va nous permettre de dissuader ceux qui viendraient frapper à la porte, ne tient pas dans les décennies à venir. Comment on fait pour redonner le goût de l'autre, peut-être grâce au futur? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce que vous avez déjà des expériences qui vous permettent de répondre à ça? Je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais je vais contribuer au joyeux bordel alors, si je ne réponds pas. Les écolieux dont nous parle Lionel, c'est sûrement extraordinaire, mais c'est 21 écolieux et c'est quelques dizaines de personnes en France. 1200 écolieux en France. 1200 ça explose. Hein. Voilà. Franchement, ouais. moi Okay. je trouve... Non, mais parce que comme ça doit être le bordel, bah, du coup j'y participe, c'est normal. Ouais. Alors, ok. Non, il ne faut pas minimiser ou sous-estimer. Il y a une vraie solution, ce ne sont pas des illuminés. La parole est à Béatrice, Lionel. La parole est à Béatrice et après c'est parfait. Bordel rangé. Exactement, c'est bien, vas-y. Ok, 1200 écolieux, donc quelques milliers de personnes. Super, ils ont réussi, ils ont fait leur chemin, ils ont divisé leur impact. Bientôt des centaines de milliers. Donc ils ont divisé leur impact carbone par 7. Moi, je pense que, vu ce qui est devant nous, c'est pas qu'il y en ait 1200 ou quelques milliers qui divisent leur impact carbone par 7, c'est qu'on soit 60 millions de Français et 6 milliards d'individus, quoi qu'on n'ait pas 6 milliards à avoir 10 tonnes de carbone par an, mais enfin, quelques milliards quand même dans les pays développés. C'est plutôt ces milliards-là, nous tous, là, alors même s'il y en a qui sont peut-être dans des écolieux parmi vous, qui devons diminuer pour atteindre l'empreinte carbone de 2 tonnes par an et par habitant. Donc, ces expériences très extrêmes, elles sont intéressantes, mais franchement, massifions des choses peut-être moins spectaculaires et moins jusqu'au bout. Quoi, Béatrice? Quoi? Quand on essaye de faire la ville adaptée au réchauffement climatique parce que on végétalise, on densifie aux bons endroits, et la question de la densité urbaine, ça peut être un sujet de débat pour faire de la qualité de vie, de la qualité d'habiter et ne pas aller grignoter des espaces naturels et agricoles. Vous savez, au passage, nous, on va respecter la loi sur le zéro artificialisation nette. Tout le monde n'est pas dans nous, les Lyonnais, c'est ça? Oui, il y en a un qui dit, un président d'une grande région, qui va s'asseoir sur la loi, ce qui est quand même un peu choquant. C'est trop facile, Béatrice, parce qu'il suffit de se promener dans les rues de la ville et du Grand Lyon pour voir sur toutes les devantures de bureaux de tabac ces écolos qui nous pourrissent la vie, ces écolos qui font n'importe quoi, ces écolos qui... Et donc, comment on fait pour que tout... Alors qu'on a raison, on le sait bien, on est là, on est entre nous. Comment on fait pour qu'on ait raison aux yeux de tout le monde et qu'en plus, on puisse donner aux autres l'envie de montrer là où aussi ils ont raison? Comment ce collectif-là, il nous alimente? Comment on arrête de penser qu'on doit convaincre? Parce que dans convaincre, il y a vaincre. Mais c'est en faisant, je redis tout à l'heure, quand je vois, moi qui me déplace à vélo depuis des années, quand je vois tous les matins le nombre de cyclistes en plus qu'il y a depuis quelque temps dans la métropole de Lyon, je me dis qu'on est en train de gagner une certaine bataille, à tel point que je me dis, les cyclistes, ils font chier, ils respectent pas bien les piétons. Et ça, il y en a beaucoup qui le disent, et ils ont raison, et ils ont raison. Tout est enregistré, hein. On l'a dit. Donc... les cyclistes que nous sommes, nous devons être respectueux des piétons, effectivement, même si les automobilistes doivent l'être encore plus des piétons et des cyclistes. Donc, aménager la ville pour qu'elle soit plus désirable, plus agréable à vivre, plus résiliente, ça, c'est notre boulot à nous, élus, enfin, politique, collectivité. Le faire en concertation et en co-construction autant que possible avec les habitants. J'étais hier avec des habitants qui expliquaient que pendant le Covid, c'était des femmes qui parlaient, mais elles nous ont dit qu'il y avait aussi des hommes. Elles s'étaient appropriées un petit espace dans le 7e arrondissement, et parce que vous vous rappelez, on a déjà oublié, mais il ne fallait pas aller beaucoup plus loin qu'autour de son domicile.
ils ont aménagé un espace super. C'est devenu un jardin, un lieu de convivialité, de plantation, d'agriculture urbaine. Et c'était absolument adorable. Donc, que les gens s'approprient des espaces en face des lieux de lien social et en plus des lieux de nature dont on a bien tous besoin, surtout dans une ville dense comme la métropole de Lyon. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui, au quotidien, font que j'espère qu'on est en train de fabriquer autrement la ville. Quand on a dans le plan local d'urbanisme dire il faut avoir plus de plantations en pleine terre dans les nouvelles constructions en pleine terre, c'est-à-dire pas juste quelques centimètres de terre sur la dalle du garage, mais mettre des arbres donc dans les parcelles privées qu'on subventionne, nous, à la métropole de Lyon, le fait de planter des arbres dans les copropriétés, dans les résidences sociales, et que dans l'espace public, on réaménage l'espace public pour avoir des lieux plus apaisés, plus végétalisés, désimperméabilisés, plus de vélos, plus de piétons, plus de transports en commun. Quand on met 2,5 milliards d'investissement par l'expérimentation, Béatrice. C'est par l'expérimentation, c'est par le fait de le vivre et de se dire mais finalement ça fait du bien. En tout cas, c'est de faire qu'on transforme la ville pour qu'elle reste vivable. Lionel, tu as 30 secondes pour expliquer à Béatrice pourquoi le Grand Lyon, c'est un écolieu en devenir, ou peut-être que c'est un écolieu qui s'ignore. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Allez. Non. Ce que j'allais dire, c'est, pour être très concret, mais c'est pas loin de ça. C'est très concret, c'est que, bien sûr, les écolieux, on les appelle des oasis. Pourquoi ? Parce que c'est surtout une source d'inspiration. Et évidemment que tout le monde n'est pas destiné à vivre en écolieu. En revanche, voilà, non mais c'est pas, non mais là j'ai pris un cas extrême volontairement, mais c'est pas du tout extrême en fait. Ces écolieux, il y a des gens tout à fait normaux qui vivent dedans. En revanche, simplement, ce que je veux dire, c'est que en fait, ces expériences des écolieux, elles irriguent sur les territoires où elles se trouvent, et de plus en plus maintenant, ce qui est mis en place, c'est plutôt une réflexion territoriale. Donc l'écolieu, c'est plus pour l'échelle familiale, amis, etc. L'échelle territoriale, c'est qu'on peut faire écolieu à l'échelle d'un canton, à l'échelle d'un village, de plusieurs hameaux, etc. Mais pour répondre à ta question, je veux dire, c'est très basique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille rencontrer nos voisins et qu'on fasse des choses ensemble. Et pour ça, il existe des associations, du culturel, 1 milliard de choses. Simplement, pour en revenir à la question du temps tout à l'heure, ce temps-là, il faut qu'on le prenne. Voilà. Donc finalement, les écolieux, je te donne la parole ensuite Alexandra, j'ai l'impression, excusez-moi mon raccourci, que les écolieux sont un peu le Éric Zemmour de l'écologie. Attendez, je m'explique. Parce que Éric Zemmour a été, et ça a été théorisé, beaucoup envoyé dans les médias, parce qu'il permet d'ouvrir la fenêtre d'Overton de l'extrême droite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du principe de fenêtre d'Overton, qui est en fait, en disant des choses extrêmes, on fait passer pour les choses un peu moins extrêmes comme finalement totalement admissibles. J'ai l'impression que dans ce que tu dis, on a finalement des expérimentations écolieux qui peuvent paraître vraiment extrêmes là sur ce coup de la petite culotte, mais finalement on se dit en fait si eux ils vont jusque là, nous d'aller un tout petit peu moins loin, finalement c'est tout à fait réalisable et désirable et pas si grave. Voilà ce que je voulais dire et n'isolez pas si vous m'enregistrez cette phrase qui effectivement prise dans son contexte est un peu limite. Au début on disait, et ça vaut pour la métropole mais ça vaut pour les entreprises, au début on nous ignore, ensuite on nous tolère, non, ensuite on nous moque, voilà, ensuite on nous moque, après on nous combat. Et là j'ai l'impression qu'on est à ce moment-là. Est-ce que ça va être le cas aussi dans les entreprises, Alexandra? Est-ce que d'autres entreprises, plus grandes entreprises, commencent à rigoler de la Convention des entreprises pour le climat, ou commenceraient potentiellement à vous combattre? Et comment vous arrivez à désamorcer ça et à faire ensemble? Alors, ce qui a été peut-être rigolé, je réagirais là-dessus, mais aussi en partie sur la vision du bonheur et de la ville. C'est effectivement, on a fait un vrai travail sur l'alignement tête-cœur-corps au sein de la Convention d'entreprise pour le climat. Et il y avait un vrai accompagnement psychologique, justement, par rapport à toute la gestion des émotions, en fait, justement, de la réalité d'aujourd'hui et du futur qu'on voulait imaginer. Et ça, c'est sûr que beaucoup de dirigeants ont du mal. Enfin, ça, dirigeants ou autres d'ailleurs au sein d'entreprise, je sais que ça c'est parfois moqué. Il y en a qui ont bloqué à cause de ça, mais en fait ça fait complètement partie c'est finalement complètement nécessaire pour imaginer des imaginaires communs. En fait, je me dis qu'en vous écoutant aussi sur la vision du bonheur, je ne sais pas si IFLOP a fait un sondage, mais en fait on va revenir à quoi? On va revenir à la question du temps. Elle va revenir, du temps pour ses proches, que ce soit sa famille ou ses amis. Et je pense que le deuxième truc qui reviendrait, c'est potentiellement avoir
respirer au sens ça existe déjà à Lyon. Le LDLC qui fait la semaine de 4 jours de travail. Ouais, on ralentit déjà dans les entreprises. Oui, alors il y a la question effectivement de ralentir et c'est vrai que nous, alors pour d'autres raisons, mais on avait sur des postes soit la semaine de 4 jours, soit la semaine de 5 jours, 4 jours, soit d'autres adaptations du travail. C'est effectivement présent. Après, pour moi, c'est là où ça va être pas nécessairement suffisant, c'est ma vision. Hein. Aujourd'hui, c'est ce où on n'a pas beaucoup insisté, mais c'est sur en fait à quoi on sert en tant qu'entreprise. Enfin, moi, j'en reviens à ça. En fait, je pourrais pas, et même si j'ai la chance et l'honneur de reprendre une entreprise familiale indépendante, je sais que j'aurais eu beaucoup plus de mal à reprendre une entreprise si j'avais pas l'impression qu'aujourd'hui, déjà en partie, et j'espère encore plus demain, on contribuait à aller dans le bon sens. Alors faire moins mal les choses et idéalement même régénérer les choses. Après, je pense qu'aujourd'hui, on a passé le cap où quand même le sujet est plus moqué. C'est de moins en moins accepté en tant que dirigeant de dire de faire une réflexion climato-sceptique, je pense. C'est pas forcément qu'ils sont convaincus. Et c'est pour ça que des initiatives comme celle que je mentionne, mais ou d'autres sont nécessaires, parce que si ça vient pas vraiment du cœur, des tripes même sur le sujet, en fait, au final, on se rend compte que ça marche pas ou pas assez longtemps. Et donc, je pense qu'on n'est plus à ce cap-là, mais qu'il est plus toléré parce que les dirigeants pensent à l'intérêt, peut-être en partie du climat, mais aussi à l'intérêt de leur entreprise. Et du coup, il s'est plus moqué, mais je pense qu'il faut passer ce cap en termes de conviction et en termes de niveau. Je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure, en termes de niveau d'engagement. Et je pense que la vision de l'imaginaire commun, elle doit contribuer avec cette question du sens qui revient un peu dans plusieurs dans l'actualité. Et pour moi, elle est vraiment nécessaire et sincère. Et je me permets une remarque qui a peut-être pas énormément de lien avec ce que je venais juste de dire, mais c'est pas grave. Quand je vois la ville, moi j'ai toujours grandi en ville et j'ai décidé à l'opposé. Je suis dans mes collègues, honnêtement, une des rares qui habitent en centre-ville, c'est de moins en moins commun. Les gens sortent de la ville, alors pour plein de raisons différentes, hein, pour les prix, évidemment, en ville, pour avoir de l'espace, etc., en fonction. Et moi, c'est vrai que je me dis, aujourd'hui, j'ai envie de vivre en ville, parce que j'ai eu l'habitude de faire beaucoup de choses, même à pied, en fait, en étant jeune. Et on se rend compte qu'il y a un imaginaire qui est en train de se développer, et je ne rentrerai pas dans des considérations extrêmement politiques, mais le fait de pouvoir réintégrer, là je parle plus en tant que citoyen qu'en tant que chef d'entreprise, une vie au sein de la ville qui est plus proche de celle qu'on peut avoir. On sent nos enfants en sécurité, on se sent, enfin je veux dire, notamment par rapport à la sécurité routière. Pour moi, c'est quand même crucial et ça contribue à l'imaginaire collectif. Et pour moi, les enjeux des entreprises doivent s'aligner à ceux des territoires. Et on voit avec du coup la Convention des entreprises pour le climat qui sont en plus reterritorialisées, mais aussi des mouvements grandissants comme Impact France, l'envie des entreprises dès le début en fait, alors qu'elles n'ont même pas encore la réponse, de trouver ensemble. Et je trouve que ça aussi, ça dit quelque chose de cette nécessité du collectif. Tu peux réagir si tu veux en 30 secondes. Ouais, et après, la question de la coopération, pour moi, elle est essentielle parce qu'en fait, finalement, si on va trop vite, trop fort, on plante son entreprise, ça fait une entreprise de moins super, mais bon, ça veut dire qu'il y a d'autres. Donc en fait, on a besoin de coopérer. On pèse ensemble, hein, ça change tout quand même de dire plusieurs entreprises sont ensemble là pour mettre de l'ambition. Ah mais clairement, et donc c'est à la fois pour donner du poids et bouger ensemble, clairement pour faire la différence. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin que les entreprises bougent ensemble et qu'on a besoin aussi de réglementation sur certaines dimensions. Et puis on a besoin de faire des projets ensemble en fait. Moi, les exemples les plus concrets que j'ai eus en travaillant avec des industriels aussi, notamment dans des secteurs polluants, c'est de travailler ensemble à ces sujets en faisant des partenariats, en faisant des co-entreprises. Alors c'est pas sûr. Alors, ça m'est arrivé avec une association de coiffeurs pour utiliser des cheveux pour faire des boudins dépolluants d'hydrocarbures, des structures dépolluantes, mais aussi avec des industriels comme Vika qui cherchent à décarboner évidemment leur production. Et là, en fait, on se rend compte que c'est en travaillant ensemble qu'on trouve des solutions parce que nous, préparateurs, collecteurs de matière, préparateurs de matière et finalement l'utilisateur, hein, parce que sinon on prépare une matière et qu'elle est utilisée à rien, ça sert à rien. Mais en fait, en collaborant ensemble, on trouve des solutions. On parle des futurs et on a donc déjà évoqué les pavés espagnols, les boudins de cheveux et les petites culottes. Je trouve que pour l'instant, dans les mots-clés, on est plutôt pas mal. Les personnes qui sont avec nous vont vous laisser un cadeau et vont en plus, je l'espère avec votre autorisation,
essayez de rêver en grand. On va terminer avec 10 minutes à faire ça, nous, ensemble. Et après, si vous le voulez bien, on donnera la parole à la salle en espérant qu'on continuera sur cette dynamique du voyage en 2030, voire en 2040 glorieuse, avec des futurs vraiment enthousiasmants. Je sais que d'habitude, on a toujours des questions qui nous ramènent vraiment dans le pesant du quotidien. On va essayer, thématique du week-end oblige, de s'affranchir de ces sujets-là. Et donc, on va s'autoriser encore pendant une bonne demi-heure à ne pas être trop français. Ça marche ? Prochaine personne qui commence sa phrase par « oui mais 1 euro au pot commun ». J'aimerais, s'il vous plaît, qu'en 3 minutes, pour pas dire 5, comme ça vous ferez 5 minutes par personne, vous nous disiez quels sont les endroits où vous trouvez ce qui nourrit votre relation de désirabilité à l'avenir. Dans vos lectures, vos écoutes, vos échanges, quelles sont vos sources d'utopie ? Et peut-être qu'en racontant ça, vous donnerez à d'autres envie d'avoir une relation plus puissante avec le futur. On a vu que là, dans ces futurs qu'on dessinait en commun, on dessinait des futurs qui étaient vraiment très concrets, éminemment collectifs, dans un temps plus lent. Ça, c'est évident. Maintenant, on le voit dans le futur, on le ressent presque dans notre chair. On l'a ressenti il y a même quelques années d'avoir un temps plus lent. Et j'aimerais que vous racontiez, vous, une valeur forte qui vous semble éminemment nécessaire à reconquérir pour ces 2030 glorieuses, en plus du temps long et du collectif. Je récapitule. Vos sources d'utopie et une valeur forte que vous êtes heureux d'avoir vu revenir en force en 2030 glorieuse. J'ai l'impression que ça se bat un peu moins pour le micro là. Ouais. Bon, Lionel, je me lance alors que pour moi c'est l'humilité. Demain, je vais au plateau d'Amparis. C'est un endroit qui est situé en Oisan et que je porte vraiment dans mon cœur parce que j'ai vécu une partie de mon enfance là-bas. Et donc c'est au pied c'est pas très loin d'un massif montagneux, le massif de la Meige, avec la Grave, etc. Et donc moi j'ai eu la chance de vivre dans un petit hameau qui s'appelle Lézières et qui est juste en face de ces glaciers. Il y a le glacier du Tabuchet, le Râteau, la Meige, le glacier de la Girose, etc. Et donc, je fais partie d'une ONG qui s'appelle Mountain Wilderness et que je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est une ONG extrêmement sérieuse, extrêmement impliquée, qui fait un travail de fourmi sur ces questions-là. Et pourquoi demain on va être sur le plateau d'Amparis ? Parce que la SATA, qui possède les deux Alpes, l'Alpe d'Huez, et qui a racheté le téléphérique qui descend sur la Grave, veut construire un 3e tronçon pour aller encore plus loin, sachant que, bien sûr, le niveau des glaciers remonte, le niveau de skiabilité remonte. Donc en 2030 etc. glorieuse, on est plus humble, on considère le vivant à sa juste valeur. Absolument. Et surtout, on change de récit et on essaye de se projeter dans quelque chose qui est un peu moins arrogant vis-à-vis de la nature et peut-être un peu moins prédateur aussi. Là, il y a franchement, mais vraiment, d'autres projets 1 milliard de fois plus désirables que d'aller. Là, ils sont en train d'emmener une pelleteuse en plein milieu du glacier. Je vous assure que c'est un paysage, mais vraiment à couper le souffle, quoi. Et c'est inimaginable. Je pense qu'il y a encore quelques années, juste la photo de la pelleteuse sur le glacier, tout le monde serait sorti dans la rue. Voilà, mais en fait, on est petit à petit en fait, accoutumé à ce genre d'atrocité. Et qu'est-ce qui te permet alors de ne pas t'habituer, de ne pas t'accoutumer? Quels sont les endroits où tu vas piocher ces utopies qui te permettent de rester alerte? À part toute la collection Actes Sud où sont sortis nos bouquins respectifs, bien sûr. Non, c'est oui, il y a des gens qui sont inspirants mais pour le coup et pour rester dans ce thème de la montagne, personnellement, mais chacun va chercher l'humilité où il la trouve, mais pour le coup, pratiquer la montagne ou simplement être au milieu de ces grands paysages, moi je trouve que ça rend humble. Voilà, il y a le froid, le vide, le rocher, etc. Et c'est vrai que voilà, ça se passe de mots en fait. Ça rend et la beauté, tout simplement. la beauté de partout, la beauté gratuite. Merci. Béatrice, Alexandra. Pas de souci. Alors je pense que ce qui
doit changer pour moi dans un imaginaire effectivement différent en 2030 glorieuse, c'est poursuivre notre rapport à la nature. Enfin, cette reconnexion au vivant, pour moi, elle est centrale. Et en fait, on se rend compte que, là encore, je le disais, mais qu'on avait un gap qui est important à passer sur tous les domaines, mais sur celui-ci encore plus. En fait, en s'intéressant au vivant, et ce qui est probablement l'un des sujets que je connais le moins sur l'ensemble des sujets autour des différentes limites planétaires, on se rend compte de la richesse extrême du vivant. Et on parlait de Tariq Tchekchak sur le biomimétisme, comment on peut s'inspirer du vivant pour plein de choses. Et en fait, c'est une source d'inspiration en fait, au sein, pour notamment des entreprises et potentiellement pour d'autres choses dans la vie probablement au quotidien, mais en tout cas qui transforme la manière de voir les choses. Et je pense pour moi aussi en 2030 glorieuse, on a aussi changé la vision du leadership en entreprise. En fait, je me rends compte aujourd'hui qu'on est dans un code de valeurs en fait, au sein de l'entreprise qui reste, même si ça bouge, même si on a quelques entreprises qui ont fait des choses super, on est sur des codes en fait, au sein des entreprises qui sont quand même... pour faire raccourcir, on va dire, de l'ancien monde, mais en fait dans des rapports de force et dans des dynamiques au sein des entreprises en général. Et je pense que la politique, je laisserai Béatrice en parler, mais a aussi beaucoup attrait à ça. Et pour moi, se dire qu'en fait, aujourd'hui, être... leader, on peut l'appeler différemment aujourd'hui, c'est plus les mêmes codes en fait. Moi, je me suis posé beaucoup de questions en arrivant entre guillemets jeune à un poste. Est-ce que je dois juste essayer de cibler le modèle de leader, essayer de tout faire pour être pareil et apprendre ça dans les 20-30 prochaines années, ou est-ce que j'ai d'autres codes et peut-être potentiellement, on parle beaucoup plus de décentralisation, d'une certaine façon, de comment le rapport, comment on écoute. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une chance pour moi, parce que du coup, nécessairement, je suis plus dans l'écoute aussi, parce que je ne sais pas tout au sein de mon entreprise, je n'ai pas tout fait et j'ai plein de métiers différents. En fait, je me suis dit qu'en fait, c'était une richesse pour aller créer un mode de leadership qui soit extrêmement différent et que je dois garder. Alors, ça rejoint à l'humilité, mais ce rapport-là, en fait. Et comment tu nourris ça, alors? Qu'est-ce qui te permet de voir ces utopies comme réalisables? Est-ce que tu as des pratiques, des écoutes, des visionnages à nous recommander? Alors, c'est toujours le plus dur. Hein. Ouais, c'est le plus dur. Alors, moi, j'allais dire mon inspiration, c'est aussi mes équipes, mais c'est très corporate. Mais en vrai, j'ai aussi plein de jeunes et de moins jeunes, je tiens à le préciser aussi, mais qui me poussent en fait sur des choses et des fois qui me disent non mais là en fait et comme plus on a un discours et plus on avance là-dessus, ça crée une exigence, mais pour moi qui est hyper vertueuse en fait. Donc il y a ça. Après moi les travaux autour de la question de la régénération. Donc j'ai cité Christophe Samples. Aujourd'hui dans les travaux, alors je prends un angle peut-être plus corporate, mais en fait je pense qu'on a une forme de clé en fait aujourd'hui, si on arrive à se dire que demain, en fait, tout ce qu'on fait doit être pensé différemment et autour de la régénération, aussi au niveau du modèle économique, en fait, on aura la clé à plein de choses, notamment les marchés économiques, mais dans tout ce qu'on fait, enfin, dans la consommation, que ce soit du consommateur final, mais aussi dans les liens entre entreprises. Si on a cette notion de régénération, à chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce que c'est aligné, en fait? Est-ce que c'est aligné? Donc effectivement, vous êtes très complémentaires, l'humilité qui nourrit la contemplation, tu parles au début de contemplation, mais aussi l'imperfection, et cette imperfection, c'est l'occasion de demander à l'autre de l'aide et de le faire exister au même niveau que nous, et donc c'est très complémentaire dans votre approche. Finalement, le PIB qui est aujourd'hui notre boussole absolue, elle n'existe que depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc le jour où on a d'autres indicateurs, il suffira d'une ou deux générations pour créer de nouvelles évidences. Béatrice, la tâche est lourde pour terminer en... Je crois que ça sera très difficile. Le produit du bonheur brut, ça, je trouve que c'est une notion intéressante. Là. Alors, il y a le Bhoutan, il paraît. Le bonheur international brut, le BIB. Voilà, bon, ça, c'est des utopies intéressantes qui doivent nous guider. Mais je reconnais quand même qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'indicateurs qui
qui sont assez inquiétants. Alors, on se l'est dit au début, mais je rajouterai les indicateurs sur les femmes, la situation des femmes en Iran, les féminicides en France. Vous ouvrez le Progrès ce matin. On parlait d'utopie, Béatrice. Oui, mais moi, je suis une optimiste de nature, mais je trouve quand même que la situation, elle est vraiment grave au niveau des droits des femmes au plan international. Et ça m'inquiète beaucoup. Alors, je reste optimiste parce qu'en effet, même en Iran, dans ce qu'elles viennent de vivre, elles ont été capables de manifester, de poser leur voile et de... Voilà. Alors, il y en a qui en ont perdu la vie. Mais je me dis que la résistance et l'espoir, effectivement, guident un certain nombre d'entre nous, et heureusement. Voilà, donc je crois qu'il faut qu'on se reconnecte à notre humanité, aux vivants, je suis d'accord. Et je ne vais pas vous dire, je vais être un peu sèche là, en plus j'oublie, je vieillis la mémoire des noms. Donc je ne vais pas vous dire des auteurs qui m'inspirent, parce que ça pourra revenir après. Ça pourra revenir. Ouais. Je vais quand même lire Les Écolieux, parce que ça a même l'air intéressant. Les 7 cabanes, oui. Voilà. Donc la tâche est grande, mais le défi est immense, et je pense que ça vaut le coup. Et dans cette idée de résistance, presque là, en l'occurrence, comme on le dit aujourd'hui pendant ces 2 heures de résistance utopiste, je cite Sandrine Roudot, qui a créé avec son mari Yannick les éditions de la Mer Salée, et elle, pendant longtemps, elle a questionné la démarche des résistants de la Seconde Guerre mondiale pour comprendre pourquoi eux, ils s'autorisaient à entrer en résistance et pas les autres. Pourquoi ils ne pouvaient pas finalement faire acte de mimétisme et suivre le rang. Et en fait, elle s'est rendue compte que ce n'étaient pas des personnes extraordinaires dans le sens des compétences, de la force de caractère. Non, la seule spécificité, ce qui les liait, c'est qu'en fait, c'était des personnes qui n'avaient pas d'autre choix que d'être elles-mêmes. Elles étaient trop dans l'écoute de qui elles étaient, elles n'arrivaient pas à mettre un couvercle sur qui elles étaient. Donc elles entraient en résistance parce que finalement, elles ne pouvaient pas être autre chose qu'elles-mêmes. Et donc peut-être que cette résistance utopiste, c'est aussi comment sortir un peu du mimétisme qui nous donne l'impression qu'il est plus important d'appartenir à un groupe qui fait mal que d'être finalement soi profondément et parfois se sentir, c'est vrai, surtout dans des aires qui changent, un peu isolés. Je vous invite maintenant, après ces conversations qui ont été de plus en plus bordéliques, et je m'en félicite et je vous remercie d'avoir joué le jeu, à prendre des questions, à rester sur cet élan des 2030 glorieuses. On a parlé de Tariq Çekçak. J'ai vu qu'il y a des personnes qui essaient de prendre les notes. Çekçak, c'était C-H-E-K-C-H. AK, Çekçak, c'est pas évident. Hein, podcast de 2030 glorieuses. Ouais. Et moi, je vous recommande dans les choses, parce que j'ai trouvé que vous n'aviez pas suffisamment atterri sur des choses très concrètes, un podcast qui s'appelle Vivant et qui donnait notamment la parole à François Sarano sur la nécessité d'être voilà, dans cette contemplation de la beauté du vivant à tout prix. Je vous le recommande particulièrement, ce podcast. François Sarano. On a un micro qui est dans la salle, mobile. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à jouer le jeu de prendre des questions en allant d'une femme à un homme ou d'un homme à une femme, mais toujours en respectant la parité. Monsieur, vous avez voulu commencer. Allez-y. Le micro arrive lentement, mais on a dit que c'était une des valeurs dans le futur. On essaye de faire des questions qui fassent moins de 30 secondes et je me permettrai, excusez-moi d'avance, de vous interrompre si on est dans la prise de parole un peu trop longue. Monsieur, je vous écoute. Je pense effectivement qu'il est utile de lire le livre de Timothy Parikh, « Ralentir ou périr ». C'est juste le titre dit clairement son contenu et ça doit être hyper intéressant. Moi, ce que je voulais dire, c'est quand même, je suis un petit peu étonné de ne pas avoir entendu un mot qui résume quand même beaucoup de choses, c'est le mot écocide. Alors il n'est pas question de traiter ni le président de la République d'écocidaire parce qu'il a refusé les 149 propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Non, il ne faut pas hésiter à formuler ce qui contribue à l'écocide parfois. Donc il y a par exemple ce refus des 149 propositions. Il y a par exemple le fait que la pub au niveau mondial, ça représente 9% du PIB mondial. Donc il faut nommer les choses. Est-ce que vous avez une question derrière ça, monsieur, s'il vous plaît ?
Non, mais c'est important de nommer les choses. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? C'est vrai qu'on a de plus en plus, et je me permets de vous interrompre, excusez-moi, mais cette nécessité de dire et de reprendre le pouvoir des mots. On parle d'éco-terroristes pour les personnes qui défendent... oui, mais je ne prends pas ça, mais je peux en citer d'autres qui nous concernent plus. Par exemple, ne pas faire l'effort de limiter sa vitesse sur autoroute à 110 km/h, quand bien même ce n'est pas une imposition gouvernementale, pas encore, c'est d'une certaine façon, qu'on le veuille ou non, participer un tout petit peu à l'écocide. Donc on reprend, excusez-moi monsieur, je vais vous reprendre le micro, mais donc j'ai l'impression en tout cas quand même, et si vous voulez réagir, que derrière votre intervention, il y a aussi la nécessité et on le disait un peu, de caractériser l'état actuel du présent, sa violence, sa lourdeur, et tu parlais, toi, Lionel, de rapport de force. Est-ce que l'idée de remettre des chiffres et des mots, ça nous permet, c'est la condition sine qua non peut-être pour pouvoir aussi aller vers un futur meilleur? Merci, monsieur. Je suis désolé de la violence de mon interruption. Je ferai très court, je pense que je te laisserai compléter, mais ce que je suis toujours hyper partagée par rapport au fait d'aller dans le plus d'une forme de violence, enfin violence qui peut être aussi positive par rapport aux choses, ou essayer toujours d'embarquer. En fait, je parle à des gens de quelques années ou quelques dizaines d'années de plus et qui, notamment au sein de la CEC, qui avaient eu cette vraie prise de conscience et qui avaient une forme de culpabilité qui était hyper forte. Et moi, j'étais là, en fait, je m'en fichais un peu de cette culpabilité-là. C'est qu'est-ce que maintenant, aujourd'hui, on met dans l'action. Et je pense qu'il faut toujours trouver cet équilibre. Je ne sais pas comment trouver entre... effectivement, il y a des situations, moi, qui commencent à maintenant vraiment m'agacer. Et je me rends compte dans des discussions, et parfois, je me retrouve avec des gens qui, je sais, ont aujourd'hui beaucoup de pouvoir et qui peuvent en fait me dire une phrase, donc je ne citerai pas la personne, mais comme les rapports du GIEC sont encore très largement contestés, et c'est vrai que quand on a progressé sur le sujet, qu'on s'est intéressé, alors que je pense avoir une personnalité plutôt lisse, enfin plutôt pas trop rentre dedans, c'est dur, c'est vachement dur de se retenir. Mais du coup, il faut se retenir ou pas? Je pense qu'il faut pas se retenir dans certains cas, et il faut aussi embarquer, en fait, pour moi aussi, des gens qui ont de la culpabilité parce qu'ils ont vécu dans un monde, la réalité de il y a 60 ans, mon père parfois il se sent culpabilisé de certaines choses, mais je lui dis mais c'est pas l'objet, en fait. Pour moi, il faut arriver à créer ce collectif commun, parce que sinon on laissera des gens au bord de la route. Et à la fois, la violence, encore une fois, elle est complètement détournée et parfois dévoyée, et on dit on nomme éco-terroristes ceux qui en fait défendent le vivant. Est-ce qu'on a envie de réagir par rapport à ça? C'est un retournement sémantique incroyable et qui se répète. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus dans cette exagération et dans une sorte de post-vérité. Et donc, je donne un exemple pour rebondir sur ce que tu dis, très récent. Donc, c'est ces gens qui essayent donc d'équiper le glacier de la Girose dont je parlais à l'instant. Le directeur est intervenu à la radio et il a dit, je vous promets que c'est vrai, il a dit non mais nous, on est là pour prendre la construction de ce nouveau téléphérique est là pour prendre soin de la montagne, et donc nous sommes plus écologistes que les gens qui luttent contre nous. Et donc oui, non, c'est effrayant. Moi, ce que je voulais simplement dire par rapport à la question de l'écocide, c'est que en creux, on en a parlé en parlant de temps et d'humilité. Pourquoi ? Parce que moi, il se trouve que j'accompagne un vignoble et qu'à côté de ça, je vois un autre vignoble. Il y en a un qui est assez conventionnel et l'autre qui est plutôt dans une démarche d'agriculture biologique. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans un cas, il y a une acceptation, une humilité justement, de dire, bon, en fait... voilà, une année sur 5, on a des problèmes de maladies qu'on ne va pas pouvoir résoudre jusqu'au bout parce qu'on ne doit pas dépasser les doses à épandre, etc. Et en fait, l'acceptation est là dès le départ. C'est-à-dire que les vignerons qui sont là-dedans, ils ont accepté avant même d'y aller. Et il y a un peu de frustration, mais enfin, c'est vraiment pas insurmontable. Et de l'autre côté, il y a ce refus absolu de se plier. Et donc, s'il faut traiter 10 fois, 20 fois, 30 fois,
on va teinter 30 fois, ça va puer dans tout le vignoble, ça va être vraiment atroce, mais au final, on aura la bonne grappe. Donc voilà, c'est lutter contre prendre son temps, être humble, c'est aussi, ça passe par ça, lutter contre les écocides. Béatrice, ça ne dérange pas si on avance, on prend la prochaine question. Et du coup, je me permets aussi de dire que moi, ça me sidère aussi un peu si on avait été tous parce que pas du tout dans le discours du futur membre du GIEC ou d'autres experts qui disaient à quel point on détruit le monde, et ben à la fin, personne n'aurait pris la parole pour dire oui, bon, bah, faites-nous un peu rêver quand même parce que c'est grave. Parce que, en fait, considérer qu'on parle des choses graves et des destructions, en soi, c'est une fin. Et c'est vrai que c'est hyper important. Ce qui, moi, m'embête, c'est que quand on s'autorise à rêver et qu'on s'autorise à lever un peu le regard, et ben malheureusement, on a l'impression qu'on ne pourra le faire de manière légitime que si aussi on s'autorise à se dire mais c'est très grave ce qui se passe, comme si on ne pouvait pas avoir les deux mondes qui s'auto-alimentent et qu'il fallait toujours revenir à la difficulté du présent. Ça montre à quel point on a cette nécessité à cultiver notre volonté utopiste. Finalement, le micro a été détourné, j'ai l'impression. Mais madame, je ne vous oublie pas, et après vous, un homme qui pose une question. Je vous écoute. Bonjour à tous. Est-ce que d'après vous, il existe des lobbies vertueux ? Alors, est-ce que ça peut s'incarner dans des associations ou, enfin, comment peser pour l'écologie, pour tout ce qui est sociétal, face à des lobbies économiques ? À part les partis écologiques, par exemple, politiques, déjà ? Non ? Non, c'est pas un bon lobby, le parti écologique ? Oui, mais au sens économique, vous voulez dire ? Pas nécessairement, non. En communiquant, je sais pas, comment on peut avoir du poids au niveau peut-être européen. Enfin... C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'en fait, les ONG, on pourrait dire que c'est des lobbies d'une certaine manière. C'est des groupes d'influence et leur travail, c'est d'influencer. Et moi, j'ai constaté en discutant avec la présidente d'une ONG qui s'appelle Reclaim Finance, vraiment, je vous invite à aller jeter un œil, qui s'appelle Lucie Pinson, qui a eu le prix Goldman. Et en fait, elle a une stratégie. Elle est arrivée à empêcher des projets gaziers, pétroliers hallucinants avec des constructions de voies ferrées, etc. Enfin, elle a accompli vraiment des exploits dans ce domaine-là. Et en fait, votre question, je trouve, elle pointe ce truc-là. C'est-à-dire, quand on dit lobby, on a l'idée d'un truc hyper professionnel, hyper costaud, qui avance et tout. En costume cravate. Et voilà. Et nous, en face, les ONG, finalement, est-ce qu'on est si efficace que ça ? Pas toujours. Et elle, en fait, sa stratégie, et c'est vraiment intéressant, c'est exactement ce qui manque à beaucoup d'ONG en France, c'est qu'elle fait à la fois de la dénonciation, name and shame. Et donc, elle est sur le financement des énergies fossiles. Donc, elle va dénoncer les banques. Elle va déverser 3 tonnes de charbon devant le siège de la Société Générale s'il le faut. Après, elle va voir les banques avec une expertise au top, plein d'analystes financiers derrière elle dans son ONG, habillés comme les banquiers, et elle va discuter avec eux pour les accompagner, les conseiller. Et en fait, c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui, moi, je trouve, c'est cet aspect vraiment professionnelle. Et en fait, secondes, Lionel. Ouais, en discutant avec elle, un des trucs que j'ai compris, c'est que il faut réduire parfois ce qui nous différencie de nos adversaires. Et par exemple, je disais la tenue vestimentaire, le langage, etc. Et quand du coup on peut s'asseoir avec le PDG et discuter, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. On n'est pas non plus obligé de se battre sur tout. Par contre, si on a un objectif, empêcher par exemple tel ou tel chantier, et qu'on a un moyen stratégique de l'atteindre, là, on peut y aller et on va être efficace parce qu'on est dans une conversation avec de la confiance et de l'écoute. J'ai donné la parole dans le podcast 2030 Glorieuse à quelqu'un qui a créé le Green Lobby aussi, et qui travaille justement à avoir des petites victoires, mais identifiées et atteignables. Souvent, ce qui manque aussi aux écolos, c'est des victoires clairement identifiées et atteignables à très court terme. Moi, j'ajoute quand même qu'on a en France une démarche qui s'appelle le plan bâtiment durable, qui promeut justement de la construction durable à faible impact carbone. Et on a des filières professionnelles qui défendent la construction bois, le chanvre, la paille, etc. Donc c'est une forme de lobbying pour faire en sorte qu'en effet, du point de vue des normes, parce que vous savez, c'est très réglementé la construction. Et donc, quand on veut innover avec des techniques pas encore éprouvées, même si certaines sont anciennes, comme le pisé, pour autant sur des immeubles de plusieurs étages, le pisé, ça l'est moins. En tout cas, là, il y
c'est une forme de lobbying qui nous aide à progresser pour ça. Et on en a bien besoin parce que nous, effectivement, on veut développer, et on l'a mis dans notre référentiel de construction durable qu'on applique aux promoteurs dans un certain nombre d'opérations, dans nos propres constructions, la métropole, quand on construit des collèges ou des bâtiments qui dépendent pour mettre en œuvre nos compétences, on voit bien qu'on a encore besoin de faire progresser les filières économiques pour être là aussi dans un modèle économique acceptable financièrement, hein, parce que ces modes constructifs innovants, bas carbone, donc en terre, en paille, etc., ou en matériaux recyclés, aujourd'hui, en plus dans le contexte d'inflation et de crise, et d'augmentation du coût de travaux, c'est évidemment très difficile de construire dans les prix qui sont acceptables. Donc voilà, il y a besoin de faire progresser et on a besoin de ces acteurs. Il y a Fibois, par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes ou national sur la construction bois. Donc, pour légiférer. Oui, pour aider à légiférer et puis à expérimenter quand des maîtres d'ouvrage comme les collectivités ou même des opérateurs privés sont partants pour tester des choses nouvelles. Madame a déjà levé la main. Merci Béatrice pour cette réponse. Madame a déjà levé la main. Il y a monsieur qui a aussi levé la main ici. Je suis désolé, j'en ai vu plus que 2. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, poser vos 2 questions et ensuite on essaiera de répondre dans les 5 minutes qui nous restent? Moi, j'ai une question pour Monsieur Astruc. Je voulais savoir, j'imagine que cette expérience du coup d'aller enquêter dans les écolieux a été très enrichissante. Je voulais savoir dans quelle mesure est-ce que ça a créé un bouleversement profond d'un point de vue personnel. Et est-ce que quand vous avez terminé cette enquête, vous êtes revenu à votre vie d'avant comme elle était, ou est-ce que vraiment il y a eu... La valise est faite ou elle n'est pas faite encore? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a eu peut-être un déchirement profond sur le mode de vie à une échelle très personnelle et intime? Merci pour cette très bonne question, madame. On vous écoute aussi et ensuite on clôture comme ça, chacun pourra prendre la parole et répondre. Est-ce que... Ouais, s'il te plaît, tu peux donner ton micro, merci. Et je suis désolé pour la frustration, mais si jamais c'était des questions notamment pour Lionel, les questions peuvent être... ensuite poursuivi pendant les dédicaces. Madame, on vous écoute. Moi, je vais poser une question que je me pose, mais que je vous pose. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse. Quand on parle de l'agriculture biologique pour les vignes, quand on parle des poulaillers industriels, on parle toujours rentabilité. Est-ce que pour avoir une écologie, un futur responsable et socialement équitable, est-ce que ce n'est pas le système libéral qu'il faut foutre en l'air ? Et ça, c'est la réponse à laquelle on va pouvoir répondre en 2 minutes. C'est parfait. Merci pour avoir vraiment bien cerné le temps qu'il nous restait. Vous avez chacun l'opportunité de répondre aux questions ou de dire un mot parce que vous étiez frustré et qu'il y a quelque chose que vous avez absolument précisé en 1 minute chacun. Et ensuite, je te rends la parole, Clémentine. En un mot, du coup. Oui. En un mot... En fait, ce qui m'a changé dans cette série de reportages, c'est d'abord que j'ai actualisé ma vision des écolieux, qui sont, je le redis, 1200 maintenant en France. Donc, ce n'est pas du tout des lieux hippies, illuminés, etc. Ce n'est pas des lieux extrêmes. C'est des gens vraiment comme vous et moi, qui ont des professions comme aussi variées que celles qui sont peut-être ici dans cette salle, y compris une bonne inclusion sociale aussi. Donc, je suis reparti avec ça, avec une image de certains écolieux ultra moderne avec les dernières technologies de l'éco-habitat pour que ça marche bien, etc. Ça, c'est la première chose. Et donc, en ce qui me concerne personnellement, j'ai la chance de vivre dans un endroit où on fait écolieu à plusieurs hameaux et où on passe notre temps en fait, à se donner des coups de main et à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait abaisser notre empreinte carbone, notre empreinte sur l'environnement en général, comment faire plus de choses ensemble, comment s'entraider et comment être un peu plus résilient, etc. On fait un tas de choses ensemble. Et pour terminer, ce que je dirais, c'est que effectivement, j'aurais pu moi-même en fait basculer
et aller vivre dans l'un de ces écolieux. En fait, ce genre de démarche, j'ai remarqué, se fait beaucoup à des moments de rupture de vie. Voilà. Moi, il se trouve que j'ai 2 enfants, je suis installé à un endroit où mes 2 enfants ont des projets scolaires qui leur correspondent, etc. Et donc, ce n'est pas le moment où je vais faire ce choix-là. Et donc, encore une fois, voilà, ce que je remarque, c'est que les gens qui vont soit construire un écolieu ensemble, soit rejoindre un écolieu, ce qui est quand même bien aussi, ils le font au moment où voilà, ils ont fini leurs études, ou qu'ils divorcent, ou je ne sais pas, etc. Et donc, ça correspond mieux par rapport au moment dans lequel je suis moi-même. Merci Lionel, et tu incarnes parfaitement ce que tu souhaites pour les 2030 glorieuses, c'est-à-dire reprendre le temps de prendre le temps. Hein. Merci pour cette réponse qui était détaillée. On t'écoute. Oui, alors peut-être... Peut-être qu'on répondra à votre question, madame. Oui, peut-être. Oui, bah, c'est un suspense insoutenable, on va voir. Hein, ouais, j'ai l'impression que tu vas y passer. J'ai cru comprendre, parce que je ne peux pas répondre à l'autre question, en l'occurrence. En 30 secondes en plus. Hein. En 30 secondes, je reviens à cette question du temps long. Je ne vais pas évidemment aller très loin dans le débat. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a quand même aussi différents modèles d'entreprise aujourd'hui, et que moi, j'ai l'immense chance de travailler dans une entreprise, diriger une entreprise indépendante avec un actionnariat qui est familial et managérial, enfin au niveau des collaborateurs. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas une notion de rentabilité, parce que sinon on ne va pas perdurer, mais je pense quand même que ça change des choses. Et nous, on a une diversité de métiers. Donc moi, si j'ai des difficultés sur une activité, je vais pouvoir l'assumer, avancer. Effectivement, on va la travailler. Donc, et effectivement, quand je vois des entreprises qui sont à des fonds ou des actionnaires effectivement très loin, et je pense quand même que ça fait la différence. Donc je dirais, voilà, il y a les différents types d'entreprises. Il y a les entreprises indépendantes, il y a évidemment tout ce qui est économie sociale et solidaire, j'en passe des meilleurs. Donc voilà, il y a quand même une diversité dans les entreprises, et je pense qu'il faut se nourrir de ça. Et je citerai un truc pour finir, parce que j'ai repensé à un truc qui m'avait marqué à la CEC, mais je ne me rappelais pas. On avait aussi eu des poésies. Et un truc qui s'appelle, nous avait fait Vincent Avanzi, le voyage poétique, sur justement cette vision. Et donc pour aller plus littéraire, ça peut inspirer pour l'avenir. Voyage poétique. Et peut-être qu'effectivement, il n'y aura pas un monde qui nous attend après le libéralisme, mais des mondes et des manières d'être au vivant, avec des zones de gratuité, des zones d'échange, de collaboration, de troc, et tout un tas d'entreprises qui tireraient leur part encore par rapport à ça. Béatrice, le mot de la fin te revient. Moi, je ne crois pas trop au grand soir où on sortirait d'un vilain modèle aujourd'hui qu'on ne sait pas réguler. Je pense que de toute façon, c'est aussi un peu le sens de mon engagement. Je me dis, il faut faire bouger les lignes, mais en essayant de changer les règles, mais en faisant quand même dans le système dans lequel il est. Et je crois qu'on a des marges de manœuvre. On a des marges de manœuvre. Alors effectivement, Alexandra, elle a dit, il y a différents types d'entreprises, et on défend l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire. Et forcément, ce type d'économie, ce n'est pas, c'est très loin des fonds de pension qui font du profit en achetant des immeubles très chers et en les revendant quelques mois plus tard sans avoir fait aucun travaux, et on a des exemples dans la métropole de Lyon. Pour autant, voilà, je pense que la transition écologique et solidaire, elle est à notre portée, mais il faut vraiment qu'on s'y mette tous, citoyens, collectivités locales, nationales, Europe. Voilà, donc je crois encore à la politique. Voilà. C'est une belle manière de finir. Merci pour votre attention. Merci pour les 2 heures que vous nous avez données. C'est vraiment très précieux. Merci au Greener Good d'exister. À quand la 28e édition du Greener Good, hein ?